Rebonjour. C'est avec un grand plaisir que l'Observatoire du cinéma au Québec reçoit Jean-François Lesage, le réalisateur de Prière pour une mitaine perdue, que vous venez de voir. Le but de l'OCQ, je le répète tout le temps d'entrée de jeu, mais c'est pas mauvais, donc c'est de faire un pont entre la communauté des étudiantes et des étudiants ici à l'université et des professionnels du cinéma au Québec, sachant que pour la plupart ou plusieurs d'entre vous veulent faire des films, veulent découvrir ces métiers-là, veulent faire carrière. Et ben, je pense que ça passe par des rencontres. Je le dis souvent, mais les rares souvenirs que j'ai de mon baccalauréat, c'est des rencontres avec Sophie Deraspe ou Robert Morin, ou donc des moments comme ça. Pas que j'ai pas aimé mes profs, loin de là, mais je pense que finalement, c'est une école qui est extrêmement importante. On pourra revenir justement sur le parcours de Jean-François, qui ne passe pas nécessairement par les écoles de cinéma, donc il est arrivé autrement vers la réalisation. Peut-être d'emblée plonger dans cet univers-là de Prière pour une mitaine perdue, que je trouve toujours si singulier et extraordinaire. Je ne devrais pas te dire ça devant toi, mais je pense que tu sais ce que je pense de ton film. Je te citais dans le corridor juste avant l'événement. Je pense que c'est la dernière donc, réplique du film, quand il y a une discussion entre trois personnages, et il y en a un des trois qui dit qu'il regrette d'avoir perdu une espèce de plaisir naïf et enfantin de l'enfance. Et il dit, c'est finalement ce qui m'épate donc le plus dans la vie, c'est de découvrir le monde, découvrir des nouvelles facettes du monde. Et je pense que et vraiment le film se termine comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'épate. C'est environ la dernière réplique du film, vous venez juste de l'entendre. Et c'est un sentiment personnellement que j'ai toujours par rapport à ce film. Et la chose qui m'intrigue, c'est comment on peut avoir l'étincelle, l'idée de faire un film comme celui-là. Parce que c'est un film où il y a plein de récits qui se chevauchent, il y a plusieurs idées qui parfois sont des dispositifs qui sont un peu des prétextes pour faire autre chose. Et dans toute cette nébuleuse-là de concepts ou d'idées ou d'expériences que tu voulais faire vivre, qu'est-ce qui venait en premier? Alors, juste la perte, c'est oui? C'est peut-être juste le stress de perdre quelque chose aussi, là? Parce que c'est un peu la prémisse du film. Il y avait plusieurs idées qui sont arrivées un peu en même temps. Puis le réel est très vaste. Alors, au début, peut-être, l'idée que je me faisais de faire du cinéma documentaire, c'était peut-être juste sortir dans la rue puis filmer, suivre la première personne qui sort sur la rue, puis après ça, continuer de filmer le réel. Mais d'un film à l'autre, c'est comme si, oui, on va à la pêche, on va vers l'inconnu, on avance vers l'inconnu, puis c'est une démarche qui est très libre. Donc, il y a de la liberté, il y a de l'inconnu, mais il y a quand même des limites. Il y a 35 jours de tournage, il y a des contraintes, il y a des limites. Puis, donc, il faut, autant que possible, peut-être resserrer un peu ses filets, puis aller un peu, déjà avoir une idée de ce qu'on veut rechercher. Moi, je voulais des récits... je m'intéressais à la perte, mais c'était vraiment... c'était moi-même en réfléchissant. Est-ce qu'il y a des moments que j'aurais aimé revivre? Est-ce qu'il y a des moments où... Je pensais à des périodes de ma vie où tout me passait entre les doigts, puis pourtant, avec le recul, je me disais « Ah, bien, c'était des périodes intéressantes et tout ça. » C'était... Bon, il est trop tard pour retrouver ces moments-là, mais c'était un peu... J'avais le goût de travailler à partir de cette idée-là. Ensuite, je me suis dit, bien, peut-être que le meilleur moyen d'aller faire, de trouver les protagonistes du film serait d'aller aux objets trouvés de la STM. C'est un petit bureau que j'observais de temps en temps. J'étais allé moi-même réclamer des objets. Puis ensuite, il y avait d'autres idées de peut-être tourner exclusivement la nuit, l'hiver, qui est une saison qui, pour moi, exacerbe le sentiment de perte. Et je voulais que ce soit en noir et blanc, je voulais qu'il y ait du jazz, comme dans certains films des années 60, en noir et blanc. Donc, c'est ça, il y avait certaines choses qui allaient me guider dans ma cueillette de
de matériel et de récits et d'images. Il y avait quand même tous ces éléments-là. Puis, il y avait aussi l'ambition d'avoir des chutes de neige dans tous les plans. Puis j'avais écrit dans mon projet, même dans les scènes extérieures, à la fenêtre, on va voir les flocons de neige. Mais finalement, des chutes de neige, en tout cas, heureusement que ce n'était pas cet hiver, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, mais ça n'aurait pas été le même film. Mais bon, finalement, il y a des chutes de neige dans pratiquement toutes les scènes. Je pense qu'il y a juste seulement une scène où il n'y a pas de chute de neige, mais il n'y en a quand même pas dans les intérieurs à la fenêtre. Là. Mais, donc, il y avait plusieurs idées comme ça pour un peu me guider mon équipe dans qu'est-ce qu'on va aller chercher pendant 35 nuits d'hiver. Est-ce qu'il y avait un défi là-dedans, justement, c'est-à-dire c'est quoi ton premier film de nuit? Conte du Myland et Un amour d'été se déroule essentiellement la nuit. Pour La rivière cachée, oui, il y a beaucoup de scènes de nuit, mais c'est une économie entre le jour et la nuit qui est plus donc symétrique. Alors qu'ici, c'est donc un nouveau film de nuit, mais c'est ton premier film d'hiver. Et c'est le genre d'idée qui doit sonner très bien sur papier. Donc filmer 40 nuits d'hiver ou... mais une fois qu'on est dans le froid montréalais, et il y a quand même des difficultés, pour le coup, qui sont réelles. C'est ça, exactement. Alors, c'est très facile d'écrire toutes ces belles phrases, mais concrètement, tourner un film la nuit, l'hiver, avec une petite équipe, pour moi, ça a été cauchemardesque. Les 35 nuits ont été... il y a eu zéro plaisir pendant le tournage. Vraiment, tout était... Bien, d'abord, au niveau logistique, j'avais une idée complètement irréaliste ma conception du cinéma. C'était comme John Cassavetes, t'invites ton équipe à manger un gros spaghette, puis après ça, on retourne un autre 4 heures dans la neige, et puis vraiment, tout était... J'ai fait ça quelques soirées au début. Vraiment, l'équipe, on tournait 4 heures, on allait chez moi souper. Après ça, on ressortait 4 heures. Mais il y a un soir où je suis revenu à 4 heures du matin avec... ça m'avait pris 2 heures à parquer la vanne parce que j'étais allé reconduire toute l'équipe. J'avais fait la run de lait. Puis ensuite, c'est une tempête de neige. Alors, il n'y avait pas de stationnement. Puis j'arrive chez moi, puis comble du malheur, il y a la vaisselle de toute mon équipe. Puis là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, on va manger des sandwichs à tous les soirs et on va les manger dans la vanne. Alors, en tout cas, je suis passé d'un extrême à l'autre, mais c'est très, très dur de tourner l'hiver. Et on a brisé de l'équipement. Mais ça, il paraît que c'est bon, ça, quand tu brises la caméra, il paraît que ça veut dire que tu es vraiment dedans, là. Vraiment, ça a été... c'est difficile. L'équipe, c'était très tendue. Parce que tout à coup, le froid fait que déjà, ça peut être tendu, une équipe, mais le froid rendait ça un petit peu plus pénible aussi. Et donc, c'est ça, c'est difficile, mais c'est magnifique en même temps, tourner des chutes de neige la nuit. Je vous encourage à le faire quand même, mais à être bien organisé, bien habillé. Et d'avoir des caméras de rechange. Ouais. Quand tu parles d'équipe, ça, justement, je pense que je ne suis pas au courant de l'information, mais c'est quelle taille, justement, une équipe de tournage pour un film comme celui-là? Alors, pour un film comme celui-là... Parce que c'est pas derrière la caméra, par ailleurs. Non, c'est ça. Alors, il y avait une directrice photo, une preneuse de son, puis une assistante à la production. On était 4. Et... très belle équipe, mais ça a été difficile. Donc, il a été mis à l'épreuve. Oui, absolument. Oui. Et ce désir-là de faire les scènes de souper, puis au fait, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais n'hésitez pas à lever la main, à donner vos impressions sur le film ou à poser des questions. Je vais juste finir celle-là. Mais est-ce qu'il y avait comme un désir de faire une sorte d'adéquation entre le tournage du film et le sujet du film? Parce que finalement, cette idée-là donc de souper, de communauté, de vivre ensemble avec ton équipe, c'est finalement ce qu'on retrouve dans le film aussi, où tu vas croiser différentes personnes, recueillir plusieurs récits de vie, mais ensuite mettre ces personnes-là ensemble donc dans différents moments du film. Est-ce qu'il y avait, pour les dire comme ça, une sorte d'esprit communautaire qui était à la base de ce projet-là, alors que tu as fait des films plus solitaires, peut-être, avant? Oui, aussi avant. Bien, ça faisait...
c'est sûr que moi, l'hiver, je trouve que c'est une saison, je ne vais pas me plaindre cette année, là, mais je trouve que c'est une épreuve. C'est une saison que je dois essayer d'apprivoiser à chaque année. Puis tenter de l'apprivoiser en faisant un film, c'est intéressant. Mais justement, dans mon projet, à l'écrit, j'avais écrit que ce qui m'aide à traverser l'hiver, c'est des soirées entre amis où on se serre les coudes et quelqu'un a fait un souper. Et puis, donc, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à filmer des soupers qu'à souper avec mon équipe pendant ce tournage. Mais oui, pour moi, ça faisait partie de l'hiver. C'est que on allait avoir froid dehors, etc., en suivant Suzanne en raquette dans le parc Maisonneuve. Mais après ça, on allait se réchauffer en accompagnant Suzanne avec son groupe d'amis au souper. Donc, ça faisait partie intégrale du film qu'il allait avoir il allait avoir des soupers. Moi, j'ai la question que sûrement beaucoup de gens se posent. Pourquoi le titre Une prière pour une mitaine perdue? Après, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve le plus à Montréal, c'est des mitaines perdues. Mais on n'en parle pas du tout dans le film. Pourquoi ça? J'aimais ça que ce soit un objet il n'y a pas vraiment une histoire de mitaine dans le film. Alors, puis pour moi, la mitaine, c'est une paire. Alors, il y a peut-être quelque chose de romantique là-dedans, la petite mitaine qui recherche son ami. Puis, alors, non, c'était vraiment... Mais j'aimais ça que c'était pas un... On voit des gens qui cherchent dans des bacs à la STM, de mitaines, mais j'aimais ça que ce soit quelque chose qui n'était pas trop souligné dans le film. Et on m'avait déjà dit que le gage de mauvais film, c'est quand le titre de ton film est dans le film. Ça, c'était pas bon. Donc, le titre est arrivé quand? Le titre est arrivé au tout début avec ces flashs un peu de neige, de noir et blanc, de jazz. Ouais, Mais j'essayais des choses. J'étais prière pour un parapluie perdu, prière pour... Puis c'est amusant comment les idées arrivent comme ça. Mais justement, ces petites idées-là, je pense qu'il faut les chérir quand elles arrivent, parce qu'après ça, au début, c'est un titre, mais après ça, c'est 3 phrases. Après ça, ça peut devenir des paragraphes. Et puis, mais ça commence toujours avec un peu le rêve du film, de ce que pourrait être le film que tu as le goût de faire. Il y avait 2 mains levées en même temps. Vous et ensuite... Vous avez dit que vous êtes allé à la STM pour les objets perdus. Mais c'était quoi? Vous étiez là pour trouver des gens qui avaient perdu quelque chose. C'est quoi votre démarche pour ensuite trouver des gens qui voulaient participer au documentaire puis qui avaient une histoire à raconter? Puis ensuite, après, comment vous faisiez pour les rendre à l'aise puis aborder les sujets qu'ils abordent? Oui, alors, c'est ça. J'ai tourné 2 journées à la STM. Et puis pendant que les gens attendaient en ligne, on leur demandait si on pouvait filmer l'interaction entre l'employé et ces personnes-là. Et après ça, on leur demandait de revenir nous voir, puis là, on allait expliquer le projet plus en détail. Alors, c'est ça. Au début, on demandait seulement l'autorisation de filmer l'interaction. Puis ensuite, les gens revenaient nous voir et là, on leur faisait signer une quittance, mais on leur expliquait aussi que c'est un film sur la perte et qu'on aimerait, aller faire une entrevue chez eux. Ensuite, les entrevues, moi, je pensais que ça serait peut-être pas dans le film, que ça serait juste ma recherche, que ça serait de voir un peu où vit cette personne-là, avec qui, etc. Mais plus on avançait, plus on demandait à la personne, on demandait sa collaboration pour est-ce que tu pourrais inviter un ami à venir prendre un verre? Est-ce que tu pourrais inviter tes amis à souper? Et c'est comme ça aussi que d'une rencontre à l'autre, on apprenait un peu à connaître les gens. Puis on demandait aussi à filmer une activité nocturne, sportive, la raquette par exemple, ou quelqu'un qui déneige sa voiture. Alors il y avait comme ça peut-être 4-5 rencontres avec chacune des protagonistes qu'on a rencontrés. Et pour ce qui est du naturel, mais ça, c'est toujours... j'ai pas l'impression que c'est une question de temps. J'ai pas l'impression qu'il faut passer nécessairement beaucoup de temps avec les gens pour
que ça devienne naturel, mais c'est sûr que la 4e heure d'un souper est toujours plus gagnante que la première heure. Donc, il y a quand même les langues se délient plus la soirée avance, puis à un moment donné, on se rend compte au montage que c'est vraiment vers la fin de ces rencontres-là qu'il y a plus de choses intéressantes dans le matériel. J'avais une question sur les récits des personnes que vous avez. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué, que vous avez trouvé particulièrement charmant ou particulièrement triste? Est-ce qu'il y en a un qui a resté un peu avec vous? Mais ça, c'est intéressant parce que ça change à chaque fois que je vois le film un peu. C'est sûr que si les récits sont dans le film, c'est probablement que ça m'a rejoint puis ça rejoint mes monteurs aussi. Mais d'un visionnement à l'autre, il y a quelque chose d'autre qui me parle davantage. J'aime beaucoup la citation à la fin, le jeune homme qui dit que c'est comme si pendant l'enfance, il y a des morceaux qui se... Je le paraphrase très mal, mais il découvre un peu le monde morceau par morceau, ou en tout cas, ça lui est dévoilé morceau par morceau. Mais d'un visionnement à l'autre, il y a toujours quelque chose de différent. Et c'est sûr que le récit de Craig, qui lui a vraiment tout perdu, ça c'est sûr que c'est un moment charnière du film aussi, là. C'est très touchant, mais c'est ça, dans chacune des... Puis c'est un peu le pari que je fais, c'est que la parole de chacun de nous peut être intéressante, que c'est une question de regard, et qu'on peut faire des films à partir de paroles éparses comme ça, de gens qu'on croise sur la rue. Puis oui, des fois, ça a l'air de quelque chose qu'on a entendu souvent, de banal, mais souvent, moi, je trouve que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pense, puis qu'il y a vraiment des pensées qui sont exprimées d'une façon, peut-être qu'ils ne sont pas originales, mais qui sont exprimées tellement d'une belle façon que, ouais, ça vaut la peine d'être dans un film. Est-ce qu'il y en a un qui a répondu non? Qu'est-ce que tu regardes quelque chose, ou quoi que ce soit, puis il a juste dit non, il avait déjà comme plusieurs heures de peut-être par rapport à lui, qu'il y a quelqu'un qui scrape dû à sa réponse. Bien, il y a une jeune femme qui est vraiment contente d'avoir perdu son ex. Ça, c'est un peu dans cet esprit-là aussi. Mais c'est sûr qu'en 35 nuits de tournage, là, on a comme... Il y a beaucoup, beaucoup de matériel, il y a beaucoup de récits, puis c'est pas nécessairement... Le film suit son chemin à travers les récits, puis il y a des scènes qu'on enlève, mais pas parce qu'elles sont pas intéressantes ou qu'elles sont pas belles, mais parce que le film s'en va plus dans cette direction-là. Puis ça, c'est vraiment... Puis c'est une des parties que je préfère du processus, là, c'est le montage, parce que là, on fait le pari qu'il y a un seul film dans tout le matériel, puis il faut le trouver. Et... oui, on a entendu vraiment toutes sortes de récits, c'est sûr, là. Puis à Montréal, ce qui est le fun, c'est que je trouve que les gens nous disaient vraiment... étaient très ouverts à notre démarche, là, même si on les aborde des fois tard le soir, sur la rue. Il y a vraiment un projet artistique, les gens ont le goût d'embarquer. Moi, je me demandais, c'était quoi la démarche derrière la scène de la chorale? Ah! Est-ce qu'il y a plusieurs personnages qui sont liés sur la chorale? Comment, à partir de qui c'est parti? Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Bien, alors, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le terme documentaire de création. C'est que je veux travailler avec des vraies personnes, avec la parole de chacun de nous, mais je veux des vraies personnes, des vraies conversations, mais il y a le mot création aussi. Alors, je veux être quand même assez libre d'essayer de construire un monde, construire quelque chose d'atmosphérique. Pour moi, les atmosphères sont plus importantes même que les récits. C'est peut-être ça que je mets le plus haut dans
dans ce que j'essaie de faire, c'est construire une atmosphère, construire un monde d'un film à l'autre qui soit différent. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'avant peut-être quelques jours avant le tournage, je suis allé voir un spectacle d'André Papa-Thomas et lui, il fait le pari que tout le monde peut chanter. Alors, à la fin de son spectacle, il nous a fait chanter nos prénoms, puis il nous dirigeait. Puis ça donnait comme ça avait l'air de la musique contemporaine après quelques minutes, vraiment. Alors, j'ai trouvé ça super. Et dans les jours qui ont suivi, je l'ai rencontré. J'ai demandé s'il pourrait faire chanter mes protagonistes sur la perte, sur un objet perdu. Puis, vers la fin du tournage, j'ai lancé une invitation à toutes les personnes qu'on avait rencontrées pendant le tournage. Certains, il y en a une douzaine qui sont venus. Et il les a fait d'abord raconter des récits de pertes, parler de l'objet. Après ça, il leur a fait faire des exercices de respiration, des vocalises. Puis après ça, il me dit, bien, on va arriver à quelque chose, mais tu auras juste une chance de le capter. Et puis finalement, je pense qu'on est allé se percher dans le jubé, ce qui était une très mauvaise idée. Puis là, je l'ai supplié de le refaire une deuxième fois. Finalement, c'est ce qui est dans le film, c'est la deuxième fois. Mais il y avait tout un travail pour que les gens arrivent à donner un moment comme ça, là. Moi, c'est un commentaire puis une petite question. Dans le fond, c'est la deuxième fois que je vois le film. La première fois, c'était pendant le PCCQ en 2022, je pense. Puis je me rappelle avoir vraiment été frappée par le documentaire, puis avoir eu un cours de documentaire au cégep aussi. Ça m'a vraiment fait comme tomber en amour avec ce style de film-là. Puis je voulais vous remercier pour ça. Encore aujourd'hui, là, c'est vraiment une œuvre magnifique. Puis ma petite question, c'est est-ce que le morceau de jazz est disponible à l'écoute? Oui. Il a été fait pour le film. Je pourrais l'envoyer à Thomas. Dans son studium demain, il va avoir... Mais juste vous raconter un peu ce qui est arrivé pour le morceau. Moi, j'aimais un morceau de Björk. C'est You've Been Flirting Again. Puis il y a un trio de jazz qui l'a repris à Vancouver, qui s'appelle, je pense, October Trio. Puis c'est une contrebasse, une batterie, une clarinette. Puis le morceau était vraiment... c'était assez différent de ce qui est dans le film. Et j'ai essayé de libérer les droits avec une compagnie qui fait ça, qui libère les droits. Puis très vite, on a su que c'était non. Alors, c'est comme un non que j'ai apprécié quand même, parce que là, plutôt que de perdre 6 mois à essayer à attendre des courriels des gens de Björk, je savais que c'était pas possible. Et j'ai demandé à un jeune compositeur suisse qui faisait ses études, qui était en échange à Montréal, au conservatoire. J'ai pas fait écouter le morceau de Björk, mais je lui ai dit j'aimerais qu'il y ait une contrebasse, clarinette et batterie. Puis est-ce que tu peux me composer quelque chose qui serait comme le leitmotiv du film? Et puis il est arrivé avec ça. Et j'étais très content. Puis le morceau de Björk était plus pop, tout ça. J'aime encore le morceau de Björk, mais il a fait vraiment un très beau travail. Mais je trouvais ça le fun aussi de casser le leitmotiv, puis de mettre du Félix Leclerc, puis du Trisomie 21, puis aussi de sortir de la logique d'un leitmotiv aussi. C'était à quel moment que a été composé? Tu disais, est-ce que c'était avant le film ou c'était pas des images? Les images étaient déjà tournées, on était déjà avancé en montage. Puis est-ce qu'il a eu accès aux images ou il a composé? Il a eu accès aux images, à des séquences, parce qu'on était en train de monter. Donc, il a eu accès à... Oui, moi, je lui ai montré le patinage au Parc La Fontaine, des tempêtes de neige. Est-ce qu'on peut ramener votre parcours? Comment vous êtes arrivé à faire ce film? À faire ce film-là? Ben, votre parcours en partir. Parce qu'il avait dit, vous étiez journaliste. Oui. C'est même pire que ça. C'est pire! C'est pire! J'ai étudié juste ici, à côté, la fac de droit. À la fac de droit, et donc c'est un long parcours. Alors souvent, quand je raconte ça, là, je
je commence à revivre des événements de cette ancienne vie, puis là, je me perds en dédale. Alors, arrêtez-moi tout de suite si dans une demi-heure, je suis encore en train de parler de mon parcours. Mais en gros, Un bac en droit pour commencer. j'ai pratiqué le droit un été, donc une très longue formation pour juste travailler un été. Ensuite, je suis allé vers le journalisme et là, je suis allé travailler à Edmonton, à Vancouver avec le club école de Radio-Canada, là, les journalistes qu'ils envoient en région très, très loin. Et là, il y a eu quand même un début de plaisir à raconter quelque chose avec des images, puis aussi à avoir le droit tout à coup d'aller rencontrer, parce que tu es journaliste, parce qu'il y a une petite équipe qui te suit, tu as le droit d'aller parler à tout le monde. Et ça, j'adore ça dans le documentaire, c'est cette possibilité d'aller frapper à toutes les portes, puis d'aller découvrir des vies qui se déroulent en parallèle à la mienne et de le faire de façon tout à fait légitime parce qu'il y a une petite équipe avec moi. Donc, journalisme, après ça, je travaille comme journaliste à Vancouver, j'ai beaucoup d'amis chinois, je découvre le cinéma asiatique, je commence à rêver d'aller en Chine. Finalement, je vais aller en Chine, mais grâce à ma formation en droit, il y a un boulot dans un programme de coopération internationale. Je vais en Chine et mon but, c'est de devenir un correspondant étranger. Et là, il va y avoir une expérience choc que j'ai déjà racontée à Thomas, dont il connaît tous les détails. C'est que il y avait un correspondant étranger de Radio-Canada, Raymond Saint-Pierre, puis je prenais des cafés avec lui de temps en temps. Et là, il y a une journée où j'avais regardé tous ces topos en une journée parce que tu ne pouvais pas les voir en Chine et c'était du très beau travail journalistique. Et je me retrouve tout seul dans un bar de Pékin avec une petite bière, avec des questions sur mon cheminement dans la vie, qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Et c'est là qu'il y a une jeune Chinoise qui est avec une de ses amies, puis elle est prise d'un fou rire, puis elle commence à se rouler dans le bar sur la moquette rouge, et elle se roule dans un fou rire, et puis ça dure 12 minutes, et je me dis, je ne pourrais jamais mettre ça dans un reportage de nouvelles, jamais dans un reportage d'affaires publiques. Tout à coup, il y a une prise de conscience que ça me prenait un cadre plus souple pour filmer des choses comme ça et les mettre dans des films. Alors, ça a été le début d'une réflexion, mais après ça, j'ai trouvé le courage de faire un premier documentaire en Chine, mais en fréquentant beaucoup des cinéastes chinois qui, eux, étaient prêts à des grands sacrifices pour faire leur film ou faire leur expo. Donc, tu rencontres des gens qui, dans une société très conformiste, qui vont à contre-courant, qui sont prêts à aller être bûcherons pendant 6 mois pour pouvoir faire un film. En tout cas, c'était vraiment encourageant de voir des artistes chinois qui se donnaient entièrement dans ce qu'ils voulaient faire, puis, alors que ce n'était pas du tout encouragé ni par leur société, ni par leurs amis, leurs parents. Et là, j'ai fait un premier film où je me promène la nuit dans Pékin et je pose des questions aux gens sur leurs histoires d'amour. Et je suis revenu avec ce film à Montréal. Il a été présenté au RIDM 2004. Et après ça, ça m'a pris encore plusieurs années avant de me consacrer à temps plein au documentaire. Et j'ai fait ça à partir de 2010. Là, je me suis dit, j'y vais, je fais du cinéma et on y va. Une journée à la fois quand même. Mais, ouais. C'était pas trop long? Et sauf erreur, le film est disponible en ligne, hein? Une nuit en Chine. Oui. J'ai comme le souvenir de l'avoir vu sur YouTube. Tout à fait, Donc, tout à fait. Si vous voulez voir Oui. les premiers hasards. Mais est-ce que tu étais conscient, parce que certes, c'est pas la première fois que j'ai lu cette histoire-là, mais à chaque fois, ça me frappe, c'est-à-dire, dans l'histoire du cinéma québécois, on a vu avec Les Raquetteurs, on a vu avec le cinéma direct, on parle de Gilles Groult qui a commencé comme monteur de nouvelles à Radio-Canada.
Il y a donc tout un historique de création et de vocation qui passe par un certain rapport au journalisme, à la nouvelle. Ouais. Donc l'ONF avait la vocation de faire des reportages. Toi-même, tu aimes beaucoup les films de l'ONF, ou du moins Oui. donc, certains films divers. Donc La vie heureuse de Léopold Z, Le chat dans le sac, qui devaient être des pseudo-reportages. Et finalement, j'imagine que ce n'était pas conscient nécessairement chez toi, mais tu t'inscris dans cette filiation-là donc de cinéastes, documentaristes, qui amènent le documentaire jusqu'à certaines limites, mais qui viennent du monde de l'information et dont la mission première était quand même de témoigner d'un certain état du monde Mhm. avec ce média-là. Ouais. Est-ce que c'est une prise de conscience chez toi ou c'est... Bon. Donc comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Est-ce que ce sont des modèles ou c'est juste une coïncidence pour eux? C'est intéressant parce que, ben, c'est sûr que je trouve le cadre du journalisme trop, un petit peu trop étroit pour... ben, je vénère cette profession, mais je trouve ça quand même, je sais pas, ce que j'aime dans le cinéma documentaire, c'est justement, on n'est pas tellement, pas nécessairement dans... Quand je disais tantôt que les atmosphères sont plus importantes pour moi, ce serait dur de faire un reportage juste avec des atmosphères. C'est pas le but, d'habitude. Ouais. Mais ce que je vois de commun dans les deux, c'est la rencontre, c'est d'aller à la rencontre de tant de vie. Ça, c'est tant de personnes qui vivent des réalités complètement différentes. Cette rencontre-là, elle existe dans les deux pratiques, c'est sûr. Et j'imagine que même dans le reportage, il y a quand même une forme d'écriture, une forme de manipulation de certaines choses. C'est-à-dire un reportage, c'est pas juste non plus capter donc certains événements. Il y a quand même une écriture dans ce média-là que tu as pu expérimenter. Oui, absolument. Mais on m'invitait souvent dans le bureau du patron pour me gronder. Parce que j'ai tout fait dans le cadre journalistique. Par exemple, je mettais de la musique dans mes reportages d'1 minute 30. Alors, souvent, je me faisais vraiment gronder, là, mais où j'essayais de mettre le moins de narration possible, ou puis plus de son naturel possible, ou de ne pas faire de petits stand-up à la fin, où tu fais j'essaie de travailler la forme, mais c'était quand même pas le bon cadre pour moi quand même. Je rebondis là-dessus, donc tu dis pas de petit stand-up à la fin, comme donc, le reporter qui termine, donc qui conclut. Oui. Est-ce que tu joues dans tes films? Je pense pas. Est-ce que tu apparais à l'écran dans tes films? Seulement dans Une nuit en Chine. Mais non, j'apparais pas dans mes films. Mais j'imagine que ton rôle pendant les discussions qui ont lieu, pendant les soupers, c'est-à-dire donc tu es présent, est-ce que tu interviens ou vraiment ton rôle est plutôt en retrait et en plus, dans Prière pour une mitaine perdue, comme tu n'étais pas derrière la caméra, tu avais le luxe de peut-être intervenir davantage ou peut-être potentiellement moins occupé à cadrer. Et donc, c'est quoi ta présence justement pendant le tournage du film? Ben, j'essaie de... Je n'ai pas du tout le goût d'être dans mes films. J'essaie peut-être de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui est un peu mon alter ego. Alors, oui, j'essaie de... Ou qui est mon ambassadrice, mon ambassadeur. Par exemple, dans les soupers chez Suzanne, j'ai donné à Suzanne mes 7 questions. Puis je lui ai dit, pose-les à la fin du repas, s'il te plaît. Alors, j'interviens, mais c'est ça. Puis c'est toujours des questions qui, moi, m'obsèdent ou m'absorbent. Alors, c'est toujours à partir d'une quête personnelle quand même que je décide de quelle question sera posée. Mais j'aime bien, dans Conte du Myland, c'était carrément un alter ego, une personne qui vivait une rupture amoureuse, puis à travers lui, j'avais le goût d'aller à la rencontre de tout le Myland et avec lui aussi, et de peut-être lui le faire sortir de sa torpeur amoureuse en le plongeant dans 50 nuits où on va à la rencontre des gens du Myland, mais... Et des chats, et dans les ruelles et tout ça, mais c'est sûr que
mes questions traversaient le film aussi. Donc Suzanne, c'est celle qui est perdu sa tuer. Oui, Donc, oui, voilà. Donc on voit le plus. Je pense que c'est elle qui est la plus présente. Oui, oui, c'est ça. Et Oui. c'est donc une forme de presque de travail d'équipe finalement, c'est-à-dire avec donc, cette idée d'inter-ego, de proxy. Oui. Ce qui montre finalement, et encore une fois, je ne veux pas trop faire le prof, là, mais ça s'inscrit aussi dans cette espèce d'interaction première qui définit un mouvement comme le cinéma direct, où la frontière entre ce qui est derrière la caméra et ce qui est devant la caméra est quand même poreuse. Ouais. Et toi, dans tes films, ça passe. C'est-à-dire, on pourrait t'entendre en voix off, mais c'est pas le cas. Et tu passes plutôt Mais il y a par les protagonistes. Je passe par les protagonistes, mais même, je vais vous donner un exemple de... Le prochain film, c'est une conversation entre deux artistes dans une cabane en forêt, en Gaspésie, avec une petite bouteille de vin. Et les deux artistes sont des exilés chinois. Il y en a un qui est un grand peintre à Berlin, l'autre c'est un grand écrivain qui vit à Londres. Puis j'ai décidé de les amener en Gaspésie, puis de les faire marcher dans le bois. Puis là aussi, là, j'ai dirigé les conversations, mais c'était vraiment avec leur complicité. C'est que il y a un des protagonistes qui venait me voir, puis là, je lui disais, pourrais-tu demander à Meng Huang ce qu'il pense de les années 80 en Chine. Puis après ça, je faisais la même chose avec l'autre protagoniste. Donc, d'un film à l'autre, je m'autorise à beaucoup de création dans le documentaire de création, c'est sûr. Là. Mais je cherche toujours quand même à ce que ce soit la parole de mes protagonistes. Alors, c'est pas scénarisé, c'est pas... mais je les amène sur des pistes. Et sur la question de la parole, justement, donc tantôt tu disais des fois les conversations peuvent être un peu banales, tout ça, mais moi j'aurais presque, puis c'est pas mon rôle, mais j'aurais presque tendance à pas être d'accord avec toi, mais dans le sens, moi quand j'écoute tes films, je me dis si on retranscrivait tout ce qu'on entend, personne ne pourrait inventer des phrases comme ça. Donc qu'on soit poète, qu'on soit romancier. Je prends donc La rivière cachée que je vous encourage vivement à voir si c'est pas le cas. C'est une réflexion sur le sens de la vie, comment justement créer un récit de vie, comment est-ce qu'on peut raconter sa vie, qu'est-ce qui fait sens dans une vie. Et il y a des paroles qui sont extrêmement touchantes, profondes, et c'est impossible d'écrire des phrases comme ça et que ça sonne si juste. Donc le réel, finalement, ne serait-ce qu'à travers la parole, on te frappe tout le temps. Est-ce que tu es encore, pendant les tournages, ou c'était plus au montage qu'on se rend compte de ces perles-là, mais est-ce que tu es encore interloqué, frappé par la poésie? Ah oui, absolument. Absolument. Ouais. Et à quel moment, justement, tournage ou montage? Est-ce que pendant le tournage, on est peut-être trop pris dans le froid? Je pense que je découvre les perles avec mes monteurs. C'est là que on découvre vraiment ce qui a été dit. Puis j'aime ça aussi. Je vous ai dit que c'est tellement épouvantable le tournage de La Mitaine que j'avais vraiment le goût de découvrir le matériel comme si c'était pas moi qui l'avais filmé. C'est pas moi qui l'ai filmé non plus, mais comme si c'était le travail de gens que je connais pas et je découvre dans une boîte à chaussures ces images-là. Et, 60 heures. Donc, mais oui, la découverte est souvent c'est souvent dans la salle de montage, sauf que à chaque fois en tournage, j'ai le goût d'aller vers l'inconnu et d'être surpris moi-même et d'être le plus ouvert possible à ce qu'on pourrait entendre. Et je cherche aussi des réponses moi-même à des questions. Et c'est ça dans le prochain film. Là, tout repose sur deux artistes chinois, mais c'était beaucoup plus risqué parce que dans tous mes autres films, je me promène d'un groupe à l'autre, mais tout ce que ces deux personnes-là ont donné comme perles aussi, c'est complètement... je trouve ça... et ça, c'est vraiment plus au montage parce que j'avais même pas la traduction très juste de ce qu'ils disaient pendant le tournage. Alors. Mais oui, voilà. Donc tu pointes par là, justement. Mais... Oui, c'est que Mathieu Bouchard-Malo, un de mes deux monteurs, est ici ce soir. Et ça, je pense qu'il faut quand même insister, un de tes deux monteurs, ce qui est finalement ton luxe, mais c'est quand même quelque chose que tu t'offres en tant que créateur, de finalement te donner tous les moyens de capitaliser sur cette étape-là, qui est sans doute ton étape préférée dans la construction d'un film, qui est le montage,
en ayant 2 monteurs. Peut-être raconter la genèse de ça, parce que c'est C'est vraiment ça. Parce que riche. c'est ça que je trouve intéressant en documentaire aussi, c'est les accidents. Alors, si quelque chose se produit pendant votre tournage et puis c'est bon, c'est intéressant, ben peut-être que demain soir, on retourne encore dans cette même ruelle où il est arrivé quelque chose, où la lumière de tel lampadaire tombait bien sur le petit chat et tout ça. Alors, je fonctionne vraiment comme ça. S'il y a quelque chose que j'aime, je vais essayer de le reproduire, de le reproduire, de le reproduire. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à travailler avec Mathieu sur Conte du Mylène et Mathieu me dit je peux juste travailler 1 mois avec toi. Le 2e mois, il y a une de mes amies qui commence dans le métier, tu pourrais travailler avec elle. Puis le 3e mois, on sera les 3 ensemble et on va finir le film. Mais j'ai tellement aimé le 3e mois que là, on est rendu à 5 films qu'on fait les 3 ensemble. Et on est toujours les 3 dans la salle de montage en même temps. Donc, il y a vraiment... il y a comme 3 regards sur le matériel. Et à la fin de chaque projet, on ne monte pas notre film à 50 personnes là, avant de se dire OK, c'est fini. Si les 3, on est content, on va le montrer à quelques personnes qui sont déjà des gens complètement vendus à ma démarche. Mais vraiment, parce que je trouve que c'est tellement fragile, un film, là, surtout un film qui n'a pas vu le jour encore. Là, commencer à montrer ça, il faut faire attention. Alors, quand les 3 mes 2 monteurs et moi, quand on se dit qu'on tient le film, bien, d'habitude, on n'est vraiment pas loin et puis on change peut-être encore des petites choses après avoir écouté la poignée de personnes à qui on le montre avant, mais moi, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment... j'adore ce moment-là aussi, c'est le moment que je préfère dans la création d'un film, c'est le montage, puis ça dure à peu près 3-4 mois. Et avec les années, c'est devenu des amis. Alors en plus, je les ai en otage pendant 4 mois. On se voit tous les jours. Mais en fait, juste pour rebondir, justement, tu disais, pour toi, dans tout le matériel qu'on tourne, il y a un film. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Mais vous êtes 3 têtes à monter. C'est ça. Donc, par défaut, il faut que ce film-là soit le même pour vous 3. Absolument. Ce qui j'imagine, n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Ça se fait pas instantanément, puis j'ai l'impression que d'un film à l'autre, on arrive de plus en plus tard au film. C'est la deuxième question, si vous étiez de plus en plus... Je pense qu'on n'avait pas la structure du film pour celui qu'on vient de terminer. Je pense qu'on a trouvé la structure, il restait 3 semaines de montage. Là. D'un film à l'autre, on arrive de plus en plus près de la date limite avant de finir vraiment de trouver. Mais jusqu'ici, on a toujours trouvé un seul film. Mais c'est bon, parce que ce serait inquiétant si finalement vous pensez de plus en plus pareil, mais c'est si finalement... Non, c'est ça, il y a vraiment... Non, vraiment, c'est comme j'ai l'impression qu'avec les années, on trouve un point de convergence, mais on le trouve de plus en plus tard dans le processus. Est-ce que tes monteurs partagent aussi ton idée que tu as déjà partagée, que tout film est aussi bon que sa moins bonne scène? Ah, ça, je sais pas. Parce que ça, c'est quelque chose à quoi il me semble oui. que moi, tu crois beaucoup à cette idée que moi, je crois beaucoup à cette idée. Aller plus haut que cette scène-là. Ouais. Pourquoi? Bien, c'est de faire en sorte, parce que vu qu'on retranche beaucoup, on a des heures et des heures de matériel, puis on travaille beaucoup en retranchant, puis en enlevant une scène, puis j'ai toujours l'impression que c'est ça. Si on laisse quelque chose dans le film, ça peut durer seulement 1 minute, mais c'est 1 minute où qui se tient pas vraiment bien avec tout le reste. Il faut vraiment être capable d'identifier cette minute-là puis de l'enlever du film. Puis ouais, donc c'est pour ça que je me dis que si la pire scène n'est pas si pire que ça, ben c'est bon, on y va. Mais vraiment, parce que on peut être très, très attaché à des scènes, c'est beau, il y a un coucher de soleil, les protagonistes s'embrassent, la lune sort en même temps, mais il faut absolument qu'elle se fonde dans le film, il faut qu'elle fasse partie c'est comme il ne faut pas être orgueilleux, il faut laisser...
il faut souvent trancher de très bonnes scènes. Et ça m'aide à le faire de penser comme ça, que le film va être aussi bon que la pire scène du film. D'où la durée quand même assez restreinte de tes films jusqu'au dernier qui est un peu l'exception. Ouais. Donc tu disais 96 minutes? Oui, 98. Wow. Ouais. Donc, oui, est-ce que donc la durée brève des films, c'est autour de 70-80 minutes, qui est pas inhabituel non plus, là, mais est-ce que l'idée de ne pas trop s'étendre, justement, cadre avec le principe que Je tu pense viens qu'il y a quelque d'évoquer? chose comme ça. Puis souvent, mes films, il faut quand même rentrer dedans. Là. Il faut quand même... je veux dire, on rentre tranquillement dans le film, mais il y a quand même peut-être une certaine exigence pour entrer dans le film. Mais une fois que c'est parti, il faut que ça... je sais pas, il faut que... Mais ils sont pas tous construits de la même façon, mais par exemple, dans La Rivière cachée, les confidences, une fois qu'on est dans un... Je sais pas, moi, après les premières 40 minutes du film, les confidences sont de plus en plus intenses, de plus en plus intenses. L'éclairage... les éclairages de plus en plus... la lumière est décroissante, puis on rentre dans la nuit avec des gens qui se révèlent beaucoup. Là. Le documentaire a beaucoup de... Pardon, c'est pas un défaut non plus, mais beaucoup de temps mort, si je peux dire, beaucoup de moments de silence. Puis après, vous venez de le dire, pas assez de temps non plus. Donc, il y a forcément un choix esthétique derrière ça. C'était quoi la raison de ça? C'était-tu pour vraiment nous mettre dans l'ambiance? Pour gagner des minutes de montage, peut-être? As-tu un processus derrière? Parce que pour moi, c'est comme... toutes ces scènes-là, ils sont vraiment aussi importantes que les conversations. Ils sont vraiment... donc, ça arrive que je vais entendre « Ah, moi, j'ai adoré les scènes de souffleuse, mais j'aime pas les conversations dans ton film. » Puis j'entends le contraire aussi, mais pour moi, c'est vraiment des éléments aussi importants les uns que les autres. C'est vraiment... Puis c'est mystérieux, qu'est-ce qui fait qu'une atmosphère se crée ou pas dans un film. Alors, moi, c'est vraiment des... Comme ça, je les conçois comme des moments très, très, très importants aussi. Oui, bien, j'ai beaucoup aimé la scène où il y a un jeune homme, je pense à l'extérieur d'un bar, qui dit tu sais, j'ai comme plein d'intérêts, mais je suis pas comme, j'ai pas une vocation, quelque chose comme ça. Là, la caméra reste sur lui, puis il regarde comme dans le vide, puis là, son ami qui continue à parler, je sais pas si c'est votre chef opératrice qui a décidé de pas tourner vers la personne qui parle. Puis là, la musique monte, puis on n'entend plus la deuxième personne parler, puis on peut juste voir son regard, qui est comme on dirait qu'il continue à réfléchir à ce qu'il disait. Puis je me demandais si cette décision-là, est-ce que vous avez dit à la personne à la caméra, s'il y a de quoi d'intéressant dans un regard après un témoignage, reste sur lui, ou quelque chose, ou c'est au montage que vous avez comme découvert que la caméra n'a pas bougé, ou comment vous avez fait cette scène-là dans le fond? Je pense que c'est au montage qu'on a découvert qu'il y avait ce plan-là qui était un super beau pan, puis là, on a essayé la musique thème du film là-dessus, et puis c'est beaucoup des essais, des erreurs. Puis finalement, c'est comme si... c'est comme créer un moment de grâce, mais à partir du montage. Mais des fois, le moment de grâce, il peut être comme... il peut être vraiment au tournage, puis il n'y a pas vraiment de toutes ces autres couches qui s'ajoutent, mais là, je trouve que c'est un exemple vraiment le fun où justement, il y a comme à la fois la musique, à la fois le mouvement de la caméra, à la fois cette personne qui a l'air super absorbée dans ce qu'il vient de dire. C'est vraiment... mais ça, c'est vraiment au montage qu'on a trouvé ce moment-là. C'est une esthétique dans le film aussi qu'on remarque qu'avec les travelling, il y a une scène de salon, entre autres, où une espèce de travelling gauche-droite et qui revient ensuite, qui finalement ne met pas l'emphase sur la personne qui parle nécessairement, mais on fait une espèce de portrait comme ça des personnes qui écoutent aussi. Et ça vient souligner tout le hors-champ, évidemment, que le réel n'est pas juste ce qu'on voit à l'image, mais tout ce qui est autour.
cette esthétique-là du travelling très doux, qui se promène comme ça, sans focaliser tout le temps sur une seule chose. Je pense qu'il y a une inspiration derrière. Oui, oui, oui. Oui. Ben, j'aime ça filmer des gens qui réfléchissent, puis j'aime ça aussi quand on n'est pas nécessairement sur la personne qui a la parole ou qui parle. Et j'aime beaucoup les films d'Alain Tanner des années 60. Puis il y a un film qui s'appelle Le Retour d'Afrique. Et puis, son directeur photo fait des travelling comme ça, mais complètement aléatoires. Puis très... ben, ils sont plus rapides, finalement. Je les ai revus récemment, puis ils sont plus rapides que je m'imaginais, mais ils balayent un peu C'est comme si on installait des rails ici devant, puis là, on vous filme en train de nous écouter, mais on fait vraiment comme balayer un peu aléatoirement la pièce comme ça. Puis je voulais essayer ça dans différents contextes. Alors, on l'a essayé dans un sous-sol avec nos amis qui jouaient à des jeux vidéo et tout ça. On l'a essayé chez Suzanne. Et puis, après ça, au montage, par exemple, là, on est allé chercher les moments qui ont fonctionné de ce dispositif-là. Comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est intimidant, je pense pas, donc tu en as vu d'autres, là, mais donc dans le cadre du cours du cinéma québécois, le travail final va porter sur Prière pour une unité perdue. Et en particulier, il y avait deux thématiques. Ben, il y a plein de choses, évidemment, dans la démarche documentaire qui dialoguent très fortement avec le corpus du cours. Mais il y avait, sur le plan thématique, deux choses qui ressortaient du film, qui étaient, d'une part, la question de la nostalgie, et d'autre part, la question de la communauté, qui, tel qu'on peut le présenter dans les histoires du cinéma québécois, sont finalement des thèmes qui sont extrêmement importants. Le cinéma québécois, d'abord, il y a bien sûr des contre-exemples, mais serait essentiellement communautaire et nostalgique. Et la communauté, c'est même, en revoyant le film, c'est même quelque chose qui est débattu à un moment du film. Il y a tout un débat sur l'esprit de communauté. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ça s'est perdu? Pour toi, c'est un sujet qui est important, en plus, la communauté, parce que ça touche la question du groupe. Et ton esthétique documentaire flirte un peu entre suivre des personnages solitaires, donc dans leur conquête ou dans leur odyssée, mais aussi, ça passe beaucoup par les groupes et par les interactions. Donc, est-ce qu'il y a encore une fois, est-ce qu'il y a une sorte d'adéquation entre les réflexions sur la communauté dans le film lui-même et ton esthétique communautaire du documentaire qui passe par le fait de regrouper des personnes qui ne sont pas nécessairement ensemble? Est-ce que ton cinéma serait un cinéma communautaire? Et si oui, c'est pour ça que tu as regardé ce débat-là dans le film, sur l'idée que c'était mieux avant la communauté. Très bonne, très bonne question. Ben, c'est drôle parce que c'est ça, Chronique d'un été, il y a ce débat-là entre Edgar Morin et Jean Rouch. Lui, il veut suivre des gens, puis c'est Brault qui va lui permettre de suivre des gens avec une caméra mobile et son synchrone. Puis Edgar Morin, lui, il dit non, on amène des gens souper ensemble, des ouvriers rencontrent des étudiants, on les fait se parler. Puis c'est sûr que pour la mitaine, c'était vraiment plus, oui, on va chez les gens, il y a des conversations, des groupes, des soupers. Mais c'était dans l'esprit de ce que je te disais au tout début, de se serrer les coudes, de traverser l'hiver. Et puis, oui, voilà. Voilà. Mais oui, le groupe oui, j'aime filmer des groupes, ça c'est sûr. Mais le groupe, ça peut être deux personnes. Hein. C'est les deux amis qui se parlent justement de la connexion humaine, qu'elle existe, mais qu'on ne sait pas comment faire et tout ça. Bien, moi, j'adore cette scène-là. Donc, mais oui, le groupe, mais oui. Et mais ça dépend parce que, ben, j'allais parler du film que je suis en train de finir. Ces deux personnes aussi, c'est un groupe aussi. Ils sont toujours dans tous les plans. Il n'y a pas beaucoup de plans où ils sont seuls. Je vais continuer d'y réfléchir. Et la nostalgie? Et la nostalgie,
pourrais formuler ça Je trouve, autrement. mais je trouve que le cinéma, c'est la nostalgie. On travaille avec des choses qui ont déjà été filmées. On travaille avec du passé tout le temps. Il y a quelque chose de fétichiste puis de nostalgique à regarder les anciennes images je sais pas, c'est un film qui va nous parler aussi de l'hiver 2018. Que d'emblée, le film est ancré dans un certain Ben parce qu'il hiver, il est ancré dans un certain hiver. et ces hivers-là disparaissent comme on le voit. Ouais, c'est ça aussi. Mais c'est pas un film, comment dire, c'est que la ligne est Ou des gens que j'ai filmés, ils me disent « Ah, c'est merveilleux, j'ai une archive de moi maintenant. » Ben oui, ils ont une archive d'eux à une telle époque de leur vie, en train de parler à la sortie d'un bar. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement nostalgique dans le cinéma. D'où le noir et blanc de celui-là, qui aurait... Ben là, c'est comme une nostalgie assumée. pour appuyer le Ouais, propos du film. ouais, qui- ouais. Mais est-ce que c'est un film, comment dire, parce que la ligne est un peu mince, est-ce que c'est un film nostalgique ou un film sur la nostalgie? Parce qu'au final, c'est ce qui est très beau dans le film, et on en parlait, c'est comme ça que j'avais présenté la chose, mais le film aborde différentes pertes, qui sont d'abord des pertes très anecdotiques d'objets, pour ensuite basculer vers des pertes plus personnelles. Mais finalement, à travers justement, puis c'est pour ça que je vois un lien très fort entre la communauté et la nostalgie, en regroupant différentes personnes qui ont perdu différentes choses, donc finalement, on montre comment il y a comme toute une communauté axée autour du passé, axée autour de la nostalgie, et comment ces pertes-là, en fait, ont été des occasions de renouveau. C'est même dit dans le film. Ouais. Et c'est pour ça que j'aurais pas de tendance, si j'avais moi-même à répondre, Oui, vas-y. disons, au travail final dans le cours, mais je pense pas que c'est un film qui est nostalgique. Au contraire, je Non. pense que c'est beaucoup plus un film sur le renouveau Mhm. et sur l'espoir que sur la perte elle-même, qui est presque qu'un prétexte pour parler de termes peut-être pas bons, mais donc de résilience ou juste Mhm. de regarder vers l'avant. Est-ce que c'est comme ça que toi tu l'avais, ou c'est quelque chose qui s'est imposé peut-être dans les conversations avec tes collègues? Ben, j'aime ta vision. J'y souscris presque entièrement. Il y a quand même... je me dis qu'il y a quand même... je sais pas, il y a quand même... Je trouve ça intéressant que ce film-là est quand même... bon, je parlais de cet hiver difficile traversé avec l'équipe, mais justement, je trouve qu'il y a comme un... en le revoyant, je suis nostalgique, donc tout ça se mêle pour moi. C'est une nostalgie, mais sans mélancolie ou sans tristesse. Non, Pas- avec, pas que- avec tristesse, oui, un regard vers l'avant, c'est sûr, mais et vers et ça crée du nouveau aussi, mais il y a quand même un petit, je sais pas, il y a quand même une petite mitaine dans la neige là, qui est soufflée par le vent d'une tempête et qui s'ennuie de l'autre mitaine. Le film qui serait donc à cheval entre deux. Oui, il y a quand même un... Peut-être le temps d'une. Peut-être je me risquais pour une dernière question, vu que ça fait à peu près le 50 minutes, l'heure qu'on voulait faire, à moins que d'autres personnes auraient quelque chose à souligner. Donc je reviens sur une phrase que tu m'avais mentionnée et qui m'avait frappé. Donc tu me disais finalement, parce qu'on parle de documentaire de création, on parle de forme hybride. Pour moi, c'est-à-dire donc le terme documentaire, même si c'est un peu un fourre-tout, n'arrive pas à cartographier ou à définir ta démarche qui implique l'imaginaire, qui implique le rêve, qui implique justement tout un rapport au temps. Mais tu avais dit dans un autre contexte que finalement pour toi, c'est le réel qui est le meilleur metteur en scène. Que finalement tu as donné un exemple précis dans un autre de tes films, comme oui. quoi il y a toute une mise en scène, il y a toute une orchestration donc, du réel et que tu es attentif à ces choses-là. C'est peut-être ce qui t'a frappé d'abord dans le reportage, ce que tu as voulu amener dans le cinéma. Peux-tu expliquer pour conclure comment, oui, on peut faire des films, mais le meilleur metteur en scène, ça demeure le réel lui-même. C'est ça. Mais je trouve aussi que c'est des meilleurs acteurs parce que les gens sont d'excellents acteurs de leur propre vie. Je trouve que c'est des très bons scénaristes parce que ça mélange toutes sortes de niveaux de langage pour arriver avec des expressions souvent d'une profondeur puis d'une poésie. Puis
j'aurais jamais pu écrire tout ça. Je serais vraiment un très, très grand scénariste si j'avais tous ces niveaux de langage différents, toutes ces histoires différentes. Donc, très bons acteurs, très bons scénaristes. Puis pour la mise en scène, c'est complètement... ce qui peut arriver quand vous êtes en train de filmer, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Puis l'exemple que j'avais montré, c'est un camion de vidange qui recule. Puis quand il est sorti du cadre, on voit un couple en train de s'embrasser, mais là, il y a une bourrasque de vent. Et là, il y a une feuille de papier journal le vent devient de plus en plus intense. Et puis, finalement, le couple s'en va, mais tout était... Puis il y a aussi il y a d'autres piétons qui traversent il y a vraiment quelque chose de j'aurais pas pu dire « OK, on parle... Gros ventilateur, mettez du journal dedans, embrassez-vous, faites reculer le camion de poubelle. » Il y a vraiment une conjonction d'éléments comme ça qui arrivent en documentaire que je trouve absolument fantastique. D'ailleurs, je vous recommande un court-métrage de John Smith qui s'appelle The Girl Chewing Gum. Et lui a fait l'effort de tourner au coin d'une rue à Londres, mais il commande tout comme s'il était un réalisateur de fiction. Puis là, il dit « OK, envoyez les pigeons. OK, le camion recule. OK, tu traverses la rue. OK, envoyez-moi les figurants. Oui, 3 à la fois, 3 à la fois. » Puis il commande tout comme ça, comme s'il était un réalisateur de fiction. Puis là, c'est là qu'on voit que ça fait réaliser la force du réel et des choses qui, si on ne les regarde pas, on ne les voit pas. Mais c'est une question de... Si on s'y attarde, c'est vraiment il y a des choses puissantes dans la mise en scène du réel. Donc, meilleure mise en scène, meilleur scénariste, meilleurs acteurs. Vive le documentaire! Je pense que c'est un bon point d'affaire. Merci, Jean-François.